Dans une ville de la région parisienne, au milieu de l'automne, Monsieur X, un homme discret, vit seul et travaille dans une entreprise de chimie. Il vit au rez-de-chaussée d'un immeuble entouré d'allées et de jardins. Un cri retentit. Quelques jours plus tard, sa voisine, s'inquiétant de ne plus avoir de ses nouvelles, passe le voir. Et après avoir sonné plusieurs fois, elle rentre avec le double des clés. Oh my goodness! Gracious me! Allô? Est-ce que je suis en correspondance avec la police? Quelques minutes plus tard, la police et les techniciens étaient sur le lieu pour photographier les environs. Les techniciens étaient ouvrir au sol des taches de sang et des empreintes de chaussures. Sur le paillasson, du pollen et de la terre, un verre brisé et son contenu répandu par terre. Il subsiste néanmoins une poudre blanche. De plus, sur la table, on retrouve un tube de paracétamol vide. Enfin, sur la porte d'entrée, est retrouvé un mégot de cigarette. Mais il subsiste un mystère. L'allée est goudronnée, mais nous avons retrouvé de la terre sur le paillasson. Tous ces indices ont été rapportés au laboratoire afin d'être étudiés. Nous allons donc analyser ces différents éléments. Embarquons-nous désormais dans une aventure pleine de mystères, de révélations et de retournements. Suite à ces différents éléments, nous allons les répartir dans un tableau et émettre des hypothèses. Bien sûr, tous ces éléments ne seront peut-être pas analysés, mais nous pouvons essayer de les utiliser afin de chercher un suspect. Puis, il arrive des questions moins précises, telles que le suspect est-il quelqu'un de sa famille, sa voisine, un collègue, mais aussi pourquoi aurait-il fait ça, à cause d'un travail, pour de l'argent, pour un kidnappage, pour un vol. Nous avons retrouvé de la poudre blanche et un tube de paracétamol vide. Juste avec ça, on peut en déduire l'hypothèse qu'il s'est drogué ou qu'il avait juste mal à la tête. Pour vérifier cela, nous allons effectuer une chromatographie sur couche mince et elle va nous permettre de vérifier si cette poudre était bien du paracétamol ou d'autres drogues comme de l'amphétamine ou du bêta-bloquant. Donc pour cela, nous aurons besoin de 2 cure-dents, d'un éluant, donc du paracétamol, de l'amphétamine et du bêta-bloquant ainsi que de la solution qu'on a retrouvée sur la scène du crime. Donc, on place de l'éluant dans un bécher et on place avec les cure-dents délicatement les 4 solutions avec chaque côté donc, du cure-dent sur la ligne de dépôt qui est symbolisée par le trait au crayon de papier. Ensuite, on pose la solution, on le pose dedans. Hop là. On remet le couvercle et on attend. Une fois que l'éluant est monté assez haut, on le sort donc du bocal, on le sèche un petit peu. Délicatement. Voilà. On attend qu'il sèche un peu. Pour que ça aille plus vite, on peut aussi utiliser un sèche-cheveux. Voilà. Et une fois que c'est à peu près sec, on allume la lampe UV. Et on place le chromatogramme en dessous de la lampe UV. Donc là, on prend un crayon de papier et ensuite on entoure les taches apparentes sur le chromatogramme. Hop là. Donc ensuite on enlève le chromatogramme et on calcule le rapport frontal. Donc le rapport frontal, pour le calculer, on divise la hauteur atteinte par l'éluant par la hauteur atteinte par les différentes tâches. Et ensuite, en fonction du résultat qu'on obtient, on compare avec donc les différents résultats qu'on a obtenus et on peut savoir quel élément a été utilisé. Quelle poudre blanche on a pu retrouver. Et les tests ils sont concluants, donc cette poudre blanche c'est bien du paracétamol et Monsieur X ne s'est pas drogué. Nous avons retrouvé une tache de sang et nous allons analyser sa trajectoire. Nous allons procéder en abordant sous 2 angles de vue, donc un angle de vue mathématique et un angle de vue SVT. Premièrement, en mathématiques, nous allons analyser la trajectoire du sang et à peu près d'où le sang a été projeté grâce à un calcul trigonométrique. Ensuite, nous avons reproduit à l'identique les taches de sang retrouvées, mais nous les avons repliées afin d'obtenir des axes de symétrie. Nous avons ensuite calculé l'angle gamma par rapport à une droite perpendiculaire au sol. De plus, nous avons fait un deuxième axe,
Nous avons mesuré les deux axes et nous les avons multipliés par 2. Nous avons calculé le rapport B sur A, c'est-à-dire petit axe sur grand axe. Avec ce rapport, nous avons déduit l'angle alpha. Puis avec cet angle alpha, nous avons calculé l'angle bêta. Et cet angle est celui de la trajectoire du sang, pardon. Nous avons fait le calcul avec plusieurs taches de sang. Nous les avons retransmis sur un dessin et cela a donné une zone de convergence. C'est pas sorcier. Grâce à tous ces calculs, nous pouvons estimer l'endroit où Monsieur X, ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas, a perdu du sang. Mais le sang doit être analysé car nous ne savons toujours pas à qui il appartient. Okay. Passons à l'expérience suivante. Monsieur X ayant disparu, on pourrait imaginer que c'est son sang, mais nous ne pouvons pas l'assurer. On ne sait pas le groupe sanguin de Monsieur X, mais nous savons les groupes sanguins de sa famille et du sang suspect. Nous savons qu'il y a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. A et B sont dits dominants et O n'est pas dominant. C'est-à-dire que si A et O sont transmis, on ne verra que les hématies de A, l'individu sera du groupe sanguin A. Quand on injecte des hématies A sur un individu de groupe B, il peut se former des caillots sanguins et l'individu mourra car les anticorps agissent. Mais mal, car ils vont accrocher les hématies A comme s'ils étaient des menaces. Il se crée des agglutinations que l'on peut voir à l'œil nu. Et en mélangeant du sang des échantillons à notre disposition, à savoir la famille et le sang retrouvé, avec des sérums anti-A et B, on peut voir de quel groupe sanguin appartient le sang. Donc nous allons réaliser un tableau que nous allons disposer de la façon suivante. Sur cette ligne, nous allons mettre le sang retrouvé dans la tâche du mur. Ici, nous allons retrouver le sang du père. Ici, le sang de la mère. Et ici, le sang du frère de Monsieur X. Et dans les colonnes, nous allons disposer un sérum anti-A ici, un sérum anti-B ici, et un sérum Rhesus, pour savoir si c'est du groupe sanguin moins ou plus. Nous pouvons observer des agglutinations ici, 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 et ici. Grâce à ce tableau, nous pouvons dire que le groupe sanguin de Monsieur X peut être B ou A, car son père a donné un chromosome avec l'allèle O, sa mère lui a donné un chromosome avec l'allèle A ou B. Donc Monsieur X peut avoir eu O et A ou O et B. Donc nous pouvons dire que nous pouvons estimer l'emplacement où les coups de couteau ont été portés et que le sang du mur peut appartenir à Monsieur X. Entre-temps, nous avons retrouvé le corps de Monsieur X dans un terrain vague. Passons à la prochaine expérience. Nous allons donc procéder à l'analyse de la terre retrouvée sur le paillasson et nous allons la comparer avec celle du bois près de la résidence de Monsieur X ainsi que de celle du jardin de l'entreprise. Pour cela, nous allons utiliser un simple test pH. Donc on va déposer une goutte de chaque solution sur le papier. Donc nous pouvons constater que la terre retrouvée sur les lieux de la disparition de Monsieur X sont celles de l'entreprise puisque les deux pH correspondent. Nous allons ensuite faire un test pour détecter les différents ions pouvant être présents dans les différentes solutions. Donc pour cela, on va utiliser différents réactifs. Donc le premier réactif qu'on va utiliser, c'est le chlorure de barium. Donc on doit disposer le chlorure de barium donc, dans chaque solution. Ensuite, on utilise le nitrate d'argent. Ensuite, on utilise l'hydroxyde de sodium. Du coup, nous avons disposé dans 3 tubes à essai la terre retrouvée sur le paillasson et dans 3 autres tubes à essai la terre retrouvée, la terre prise à l'entreprise de Monsieur X. Et après avoir effectué les différents tests donc avec le chlorure de barium, le nitrate d'argent et l'hydroxyde de sodium, Ils contiennent toutes les deux des ions chlorure, sulfate et zinc. Nous en avons donc conclu que la terre retrouvée sur le paillasson est celle du jardin de l'entreprise. Passons à la prochaine expérience. Dans le prolongement de l'analyse de cette terre, nous avions retrouvé du pollen. Les pollens sont des petits morceaux retrouvés et différents sur chaque arbre, c'est-à-dire que si on les analyse au microscope optique, on peut déduire le type d'endroit d'où ils viennent. Alors nous allons analyser au microscope optique la terre retrouvée, et on peut voir que dans ce cas, elle correspond avec le pollen du jardin du patron, donc le patron est prétendu coupable ou pour l'instant suspect du meurtre pour le moment. Passons à la prochaine expérience. Nous avons recueilli un échantillon de sable retrouvé sur le corps de Monsieur X afin de l'observer à la loupe binoculaire. Pour déterminer l'origine de cet échantillon, nous avons donc évalué les propositions de chaque type de grain dans les différents sables à notre disposition. Chaque type
de sable, voici ce que l'on a trouvé. Puis nous l'avons mesuré et nous avons constaté qu'elle mesure 0,2 mm. Ensuite, nous avons tamisé l'échantillon du sable de l'allée de Harry pour retrouver la même taille et pouvoir les comparer. Donc pour tamiser, en fait, on place le sable au-dessus et on fait bouger tout simplement, et après ça peut descendre et après on compare les différents sables. Et finalement, on a compté le nombre de chaque type de sable dans l'allée de Harry et on est tombé sur ces résultats. Nous pouvons donc conclure que le sable retrouvé sur Monsieur X est le même que chez Harry, donc Harry peut être déclaré coupable. Passons à l'expérience suivante. On sait désormais que des messages ont été envoyés entre Harry et Monsieur X, et la secrétaire et le patron. Voici les messages. Vous avez tout pigé? Non? Eh ben c'est normal, car ces messages sont codés, cryptés, et ne sont donc pas compréhensibles pour un humain lambda ou normal. Le codage, c'est le fait de transformer des mots d'un message en un autre mot. Il existe une multitude de codes, mais 3 sont utilisés ici pour décrypter ces messages. Le code César, le chiffre de Wigner et le codage affine. Pour le code César, c'est une méthode de codage utilisée depuis des lustres pour coder des messages. Son nom vient du fameux empereur du même nom. La méthode est simple. On remplace une lettre par une autre lettre, avant ou après dans l'alphabet. Exemple, César utilisait cette méthode de remplacer une lettre par celle qui se situait 3 cases plus tard dans l'alphabet. Donc, soleil se codait Vrolo, car le S se transforme en V, le O en R, etc. Pour décoder, on peut utiliser un tableau ou une roue spéciale, comme voici. Mais pour décoder un message, il nous faut aussi savoir par quelle lettre on remplace, et donc on peut effectuer une analyse fréquentielle. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de mêmes lettres, et celle qui reviendra le plus souvent sera attribuée au E. Généralement car c'est la lettre qui revient le plus dans la langue française. Grâce à cela, on va pouvoir deviner le décalage arbitré. Mais malheureusement, cette technique de codage est très limitée. Cette technique de codage est utilisée donc pour les messages 1, 2, 3, 4. Mais on y reviendra plus tard. Passons au chiffre de Wigner. Pour le codage avec le chiffre de Wigner, le codage avec le fichier, et c'est assez facile de comprendre, mais elle nécessite un prérequis. Il s'agit d'un mot de passe, car c'est un code de César amélioré, car le décalage dépend de ce mot de passe. Pour déterminer un code, il faut un tableau que voici. Pour coder un message, il faut mettre le mot de passe en dessous, comme ceci. Ici, le message codé est... le texte codé est « Salut, ça va » et le mot de passe est « Ami ». Pour coder le S en A, on regarde le croisement entre la colonne des S et la ligne des A. C'est ce codage qui est utilisé pour les messages 5, 6, et le mot de passe est donné au message 4. Enfin, je vous ai parlé du codage affine. Alors, il peut paraître compliqué au premier abord, mais en fait, il ne l'est pas tant que ça. Chaque lettre du clavier sur l'ordinateur représente un nombre. Les lettres de A à Z représentent des nombres, 65, 66, 67, 68, jusqu'à 90. Les lettres majuscules, c'est important de signaler ça. Autrement dit, c'est 0 plus 65, 1 plus 65, 2 plus 65, etc. jusqu'à 25 plus 65. On considère X comme lettre type. Il faut dans un premier temps saisir le texte ou la lettre initiale et lui attribuer code X-65 afin de traduire la lettre en nom. On considère A le résultat de ce calcul. Une fois cela effectué, il faut effectuer le calcul Y est égal 11 fois A plus 8. On considère B le résultat de ce calcul. On divise ce résultat par 26 et on utilise la fonction mode. On considère C le résultat et on utilise ensuite la fonction car. On obtient ainsi le texte codé. Pour le décoder, il faut utiliser la fonction mode telle que on considère D le résultat, il faut ensuite réutiliser car. En appliquant les méthodes vues ci-dessus, nous pouvons décoder la conversation. Voici les messages décodés. Ici, on peut voir que la secrétaire et le patron ont eu une correspondance assez malsaine dans le dos de Monsieur X. Mais ces messages ne sont pas par ordre chronologique. Monsieur X s'est réveillé et a parlé à son ami Harry. Ici, les 3 personnes peuvent être déclarées coupables, à savoir la secrétaire, Harry et le patron. Passons à l'expérience suivante. Nous allons donc passer à l'analyse des cheveux qui ont été retrouvés sur le lieu du crime. Le phénomène de diffraction qui consiste à envoyer un laser sur le cheveu permet de calculer l'épaisseur de ce dernier afin de pouvoir connaître son possesseur. On a besoin donc d'un laser ainsi que d'une fente et des différents cheveux qu'on a récoltés sur le lieu du crime. Donc le laser est censé traverser le cheveu et on mesure donc la largeur L ici présente sur le rayon diffracté. Ensuite, en annotant les largeurs des taches diffusées par le rayon qui traverse les cheveux,
les cheveux concernés, des personnes concernées par l'affaire, on a les résultats suivants. On a donc pu conclure que Harry est lié à ce meurtre, étant donné que ce cheveu lui appartient. On obtient quelque chose semblable à ceci. La relation mathématique permettant de vérifier cela est L sur 2D est égal à lambda sur A, où A est le diamètre du cheveu, L est la largeur des franges sombres entourant la tache lumineuse centrale, et lambda est la longueur d'onde du laser, soit 629 nanomètres dans notre cas. 2D est la distance entre le fil et l'écran multiplié par 2. Toutes les unités doivent être en mètres. On peut ainsi faire une courbe d'étalonnage semblable à celle-ci. Ainsi, on peut assurer que les cheveux retrouvés sur la scène du crime appartenaient à Harry, l'ami de Monsieur X. Passons à la prochaine expérience. Passons désormais aux empreintes digitales. Mais quelles empreintes digitales? Eh bien, celles présentes sur le lieu du crime, car il y en avait sur le verre. Évidemment, on va les exploiter pour chercher un coupable. Nous avons relevé les empreintes sur le lieu, les empreintes de la secrétaire, du patron, de Harry et de la voisine de Monsieur X. Il y a deux manières de relever des empreintes digitales. Je vais vous montrer la plus conventionnelle, la plus courante. Déjà, il faut une fine pellicule de grâce. Par exemple, le verre retrouvé sur la scène du crime irait bien. Ensuite, on prend avec un pinceau de la poudre. Do you need help? Attends. Comme ceci, on en prend un tout petit peu, histoire d'en avoir juste sur la fin. Attends. Voilà. Et ensuite, on vient appliquer cette poudre sur la surface où il y a eu un contact. Par exemple, là, mon camarade qui vient de mettre son doigt, on va essayer. Mais il n'a pas les doigts très gras, donc du coup là ça ne se voit pas. Mais normalement on aurait une empreinte comme celle-ci. Et donc ensuite on peut la reporter. Pour le reporter, on peut utiliser aussi du ruban adhésif. Donc on découpe et on le place sur l'empreinte afin de la relever, comme ça. On essaie de ne pas faire de bulles. Et ensuite, on tire. Et normalement, elle est censée apparaître sur le scotch. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que il y a trois types d'empreintes. Les empreintes en boucle, en vertici et en arc. L'empreinte retrouvée avait une empreinte en boucle, donc on peut exclure la voisine qui elle a une empreinte en arc, et Harry qui lui aussi a une empreinte en arc. La secrétaire, quant à elle, a une empreinte en vertici, on peut aussi l'exclure. L'empreinte peut donc appartenir à Monsieur X ou au patron. Pour déterminer à qui appartient l'empreinte entre le patron et Monsieur X, il faut trouver des minuties, c'est-à-dire des petits détails. Voici les minuties les plus récurrentes. La bifurcation, le lac, le crochet, l'arrêt de ligne, l'îlot et le pont. Après analyse des deux empreintes à l'aide du logiciel Mesurim, en superposant les empreintes, on en a déduit que les empreintes du verre appartenaient à Monsieur X, car il avait des ressemblances flagrantes. Passons à la prochaine expérience. Dans toutes les enquêtes policières qui se respectent, il y a une analyse ADN. Mais cette fois, on va expliquer le fonctionnement. Oui, il y avait de l'ADN sur le lieu du crime, sur un mégot de cigarette. De plus, le coupable ne sera peut-être pas celui auquel on s'attend. Tout d'abord, il faut récupérer l'ADN des différents suspects, le patron, la secrétaire, Harry et le lieu du crime. Ensuite, il faut réaliser une électrophorèse. Je m'explique, l'électrophorèse est une méthode pour comparer les ADN des différents suspects. Il va séparer à un champ électrique des molécules telles que l'ADN chargé négativement. Les molécules négatives partent vers le haut, les cathodes, et les positives vers le bas, les anodes. Cependant, les protéines ne sont pas toutes de la même taille et de la même masse moléculaire. Les plus petites se déplacent plus loin, contrairement aux grosses. Pour le remarquer, il nous faut un marqueur d'ADN. On va mettre 5 microlitres de produit. Sur l'électrophorèse, on voit que l'ADN de la secrétaire et du mégot ont des fragments d'ADN identiques, tandis que les autres n'ont rien, ou presque, en commun, au niveau des fragments d'ADN. Donc l'ADN retrouvé appartient à la secrétaire, et donc la secrétaire fumait le mégot sur la scène du crime, de la disparition de Monsieur X.
savez à quel point vous êtes utile dans cette entreprise. Et je pense que comme tout être humain, vous avez des rêves, des ambitions, et que pour les réaliser, vous avez besoin d'argent. Cet argent, je veux. Votre patron et moi, nous savons que vous êtes au courant. Je viens donc en quelque sorte acheter votre silence et en effet penser à votre intérêt dans cette affaire. Il me semble que vous êtes passionné par votre métier et qu'il vous confère une situation stable dans votre vie, avec un revenu mensuel tout à fait acceptable. J'en conclus donc que si vous tenez à cette situation, vous devriez accepter l'argent que je vous offre. Vous n'aurez plus qu'à, pour l'acquérir, qu'à en quelque sorte oublier cette affaire et n'en parler à personne. Je vais me rendre plus explicite, Monsieur X. Évitez de ne pas respecter les règles que je viens de prononcer. Votre vie est mise en péril. Finalement, acceptez-vous l'offre? Non, je refuse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, t'es là. Moi, j'avais besoin de toi.